Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le tout premier numéro d'Hebdo. C'est un petit journal télévisé qui paraîtra sur la chaîne YouTube et sur le mur Facebook Hebdo chaque semaine, et vous y retrouverez des analyses et des critiques sur l'actualité du monde, de notre pays, et enfin, de notre belle région PACA. Les sujets seront traités autrement que sur les chaînes spécialisées. Ce projet a longuement mûri avant de voir le jour et je suis fier de vous le présenter aujourd'hui. Je vous demanderai cependant d'être indulgent, car je ne suis pas journaliste. Les sujets traités sont juste mon regard ou celui de mon entourage sur la société. Il n'est aucunement question de présenter ces sujets en prétendant détenir la vérité. Ce travail demande beaucoup de temps et d'investissement personnel autant qu'en recherche, qu'en écriture, qu'en montage. Et je réalise pour le moment tout cela tout seul. Je n'ai jamais fait cela. Aussi, si vous pouvez participer avec des remarques constructives, je suis preneur. C'est ainsi qu'Hebdo s'améliorera. Par contre, je n'accepterai pas les insultes et n'y répondrai pas. Allez, c'est parti pour votre journal de la semaine Hebdo. Le monde du spectacle souffle à cause de la crise du Covid, mais aussi et surtout à cause des décisions du gouvernement et de sa ministre de la Culture. Roselyne Bachelot, après avoir exercé différents postes de ministre dans plusieurs gouvernements depuis 2002, comme ministre de l'écologie, ministre de la Santé et des Sports à plusieurs reprises, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale et maintenant ministre de la Culture depuis le 6 juillet 2020. Preuve s'il en est, que ces personnes sont nommées à des postes dont ils n'ont aucune compétence, sauf peut-être celui de la santé en ce qui la concerne, puisqu'après avoir fait des études de pharmacie, elle devient déléguée médicale au sein du laboratoire ICI Pharma. Ce poste à la culture était une surprise pour beaucoup de monde, pour ne pas dire une mauvaise surprise, sachant que ses expériences dans ce monde se résument à une chronique sur C8 dans l'émission de Laurence Ferrari, à se faire passer pour une grosse tête sur RTL, participer aux Reines du Shopping sur M6, sans oublier la scène mémorable sur la chaîne Comédie, où elle embrasse les fesses d'un homme. Voilà le CV impressionnant de notre nouvelle ministre de la Culture, et on comprend mieux la destruction de tout un pan de cette culture, avec les spectacles vivants, sous couvert du Covid-19. Plus de concerts, presque plus de théâtre, plus de spectacles comiques, etc. Cela touche bien évidemment les vedettes, mais surtout les petites mains, sans qui ces vedettes ne seraient rien. Ces petites mains sont les intermittents du spectacle, déjà précaires du fait de leur statut, mais encore plus avec les décisions gouvernementales quand on réforme concernant leurs indemnités de chômage. Avec ces nouvelles mesures, ils vivent en apnée depuis des mois, et ce ne sont pas les 1 milliard d'euros annoncés par Macron qui les sauvera. Concernant les discothèques, même décision, et leur horizon est bien sombre. Fini les néons noirs, fini les spots multicolores et les stroboscopes, la musique s'est tue. Fini les corps qui se trémoussent sur le dance floor. On achève ce rite ancestral qui remonte à la nuit des temps. Beaucoup ne s'en relèveront pas. Jeudi soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait son show, à coups de diagrammes et de cartes coloriées, passant du rose pâle au rouge presque noir pour la région Aix-Marseille. Pourquoi cette décision? Essayons de comprendre ce qui les y a poussés en analysant quelques chiffres. Prenons les chiffres des hôpitaux entre le 24 et le 25 septembre 2020. Paris comptabilise 64 nouvelles hospitalisations et 7 décès pour une population de 2 148 000 habitants, alors que pour la métropole Aix-Marseille, il y a eu 12 nouvelles hospitalisations et 8 décès pour une population de 1 886 842 habitants. Comme vous pouvez le constater, la différence entre Paris et Aix-Marseille est de seulement 261 158 habitants. Alors, pourquoi les restaurants et les bars doivent-ils fermer dans la métropole d'Aix-Marseille alors qu'à Paris, ceux-ci peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures? Soit on exige la fermeture de tout le monde, soit les mêmes horaires sont appliqués à chacun. Le gouvernement fait preuve d'illogisme, mais depuis des mois, cela se répète sans que cela ne gêne grand monde. Depuis cette annonce d'Olivier Véran, les choses ont encore changé. Maintenant, les bars et les restaurants peuvent rester ouverts ce week-end jusqu'à dimanche minuit, pour soi-disant écouler leurs marchandises. Mais est-ce bien la bonne raison? Car après la colère des restaurateurs ce vendredi, n'ont-ils pas craint une désobéissance civile, difficile à juguler, une explosion alors que la tension monte de plus en plus et qui ferait boule de neige à travers tout le pays?
En choisissant de repousser la date de 2 jours, peut-être se sont-ils dit que lundi, chacun reprendrait le chemin du travail. En parlant de travail, les restaurants d'entreprise, eux, peuvent rester ouverts. Alors je résume. Le virus sait qu'il peut s'attaquer aux consommateurs à partir de lundi 0h01, au lieu de samedi à la même heure. Le virus ne s'en prendra pas aux restaurants d'entreprise, parce que le Covid est doué d'intelligence. Il écoute ce que fait le gouvernement. Déjà, il l'a prouvé, en étant capable de sévir dans certaines rues, mais pas dans d'autres. Et aussi, qu'il ne prenait pas les transports en commun. Le professeur Raoult devrait peut-être lancer une étude afin d'étudier ce phénomène étrange. Bien sûr, j'ironise, car il y a de quoi. Mais nous ne pouvons constater qu'une chose simple et faire un parallèle avec le sujet précédent. Il est évident que c'est le gouvernement qui s'attaque à notre liberté de nous amuser et pas le virus. Il nous terrorise en stigmatisant nos loisirs, mais pas le travail. En France, maintenant, vous pouvez aller travailler en transport en commun, faire votre journée de travail, faire vos courses au supermarché avant de rentrer chez vous. Mais là encore, si vous invitez trop de monde pour faire la fête, vous risquez d'avoir la brigade anti-sourire frapper à votre porte pour vous offrir de jolies amendes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos gouvernants sont inventifs pour détourner l'attention des Français. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est monté au créneau suite à la polémique concernant une élève qui portait une jupe au-dessus du genou et un croque-top qui laissait voir son nombril. Cet élève se serait bien passé de cette publicité, déjà stigmatisé par le CPE qui l'a renvoyé pour tenue provocante, mais ensuite gêné de se faire afficher dans les médias. Monsieur Blanquer a évoqué qu'une tenue républicaine était de mise dans les établissements scolaires, et cela a beaucoup amusé la toile, mais a aussi beaucoup fait grincer les dents dans les rangs de l'éducation nationale. Certains n'ont pas hésité à rétorquer au ministre qu'il ferait mieux de s'occuper du manque d'effectifs comme de la pauvreté des programmes scolaires, au lieu de s'occuper de la mode vestimentaire des jeunes filles. Depuis cette polémique, plusieurs jeunes filles se sont vues interdire l'entrée dans leur établissement, pour cause de tenues provocantes. Je vous laisse juger en images. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, est en total désaccord avec son homologue et collègue en affirmant que les femmes se battaient depuis toujours pour avoir le droit de se vêtir comme elles le désiraient. Pourquoi un garçon aurait-il le droit de porter un short, alors que sur une fille cela est provoquant? S'est-elle insurgée. Marlène Schiappa prouve par ses tenues qu'elle assume sa féminité, y compris dans l'hémicycle, et c'est très bien comme ça. Rappelez-vous les remarques sexistes des députés lorsque Chantal Joanneau avait osé se présenter à l'Assemblée nationale en jupe. Quelle honte, messieurs les donneurs de leçons, ce ne sont pas les femmes qui sont provocantes, mais plutôt vos regards lubriques et vos instincts animaux qui agitent vos hormones. L'ultime affront du couple Macron, c'est d'avoir invité dans le palais de la République ces personnes travesties qui se sont dandinées sur les marches de l'Élysée sous les regards abasourdis des Français. Ces marches qui ont accueilli les plus grands de ce monde et qui représentent la puissance de notre pays. Pourtant, une question se pose. La tenue de ces personnes était-elle républicaine? Monsieur Blanquer, vous avez peut-être oublié que dans nos mairies trône le buste de notre Marianne, qui, pour le plus connu d'entre eux, celui de Brigitte Bardot, a un décolleté plus que plongeant, et des tétons qui pointent. Pourtant, vous n'avez pas fait retirer ces bustes qui sont visiblement à votre goût républicain. Et tant qu'à faire, monsieur Blanquer, pourquoi ne pas faire remarquer à votre collègue Marlène Schiappa ou à la femme de votre patron, Brigitte Macron, que leur tenue n'est pas républicaine? Bien sûr, il n'est pas question que les élèves, qu'ils soient filles ou garçons, viennent à l'école dans des tenues vulgaires, mais franchement, la priorité serait peut-être d'ajouter au programme scolaire des cours de bonne tenue et de savoir-vivre, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux dans notre société pudibonde. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la France a subi un odieux attentat vendredi dans la rue où se trouvaient les anciens locaux de Charlie Hebdo lors de l'attaque des frères Kouachi en 2015. Le procès de cet attentat venait de commencer, et la rédaction de Charlie Hebdo avait décidé, pour rappeler cet événement tragique, en republiant la caricature du prophète Mahomet, comme pour conjurer le sort, ou par pure provocation. Un homme armé d'une feuille de boucher a attaqué sauvagement un homme et une femme qui faisaient une pause cigarette devant l'immeuble de l'agence Première Ligne, où ils travaillaient. Cette agence produit notamment les magazines télévisés, Envoyé spécial ou encore Cache Investigation. Cette agence de production partageait en 2015 un étage avec l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Et ce sont eux qui avaient donné l'alerte en entendant les premiers tirs sur la personne qui faisait l'entretien. Pour le moment, il n'y a aucune preuve que l'acte de vendredi soir soit en rapport avec ces faits. Charlie Hebdo a déménagé dans un lieu tenu secret depuis. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de recevoir des menaces par téléphone depuis le début du procès,
et surtout à la suite de la caricature de Mahomet. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, un communiqué d'Al-Qaïda a fait monter la menace d'un cran, sans pour autant que le ministère de l'Intérieur ou la préfecture ne prennent des mesures adaptées. Peu de temps après l'attaque, un suspect a été interpellé, non loin du lieu de l'attentat, et visiblement sans violence. On ne peut pas s'empêcher à ce stade de faire le parallèle, même si cela n'a aucune relation, avec la répression violente et disproportionnée contre les Gilets jaunes qui, eux, ne faisaient que demander plus de justice sociale. Le suspect de 18 ans serait rentré en France avec le statut de mineur isolé et non fichier S, comme s'est défendu le ministre Darmanin. L'homme a déclaré ne pas avoir supporté la caricature du prophète Mahomet, publiée par Charlie Hebdo et voulu punir ceux qui avaient osé commettre ce blasphème. Dans la nuit, 6 autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Que prouve cet acte? Déjà que Darmanin et les services de renseignement ne font pas bien leur travail, surtout dans une période aussi sensible que celle d'un procès tellement médiatisé. Si cet homme a réussi à passer sous les radars, cela veut dire aussi qu'il y en a d'autres, prêts à frapper au cœur des villes, et souvent au hasard. Cet attentat est manifestement un acte terroriste islamiste, a déclaré le ministre de l'Intérieur sans attendre les résultats de l'enquête. Une maladresse ou une déclaration délibérée pour faire monter d'un cran le climat de peur qui règne déjà avec le Covid? En attendant, ce n'est pas la première fois, alors que le pays est prêt à se soulever, qu'un acte terroriste est commis, tel que celui de Strasbourg le 11 décembre 2018, ou qu'un drame a eu lieu comme l'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, juste avant une allocution périlleuse du président Macron. Sans faire de complotisme, on ne peut que constater certaines coïncidences. Pour terminer sur une note plus optimiste, les 2 victimes ont été opérées et leur pronostic vital n'est plus engagé. Allez, pour finir cette édition, voici des nouvelles de notre ami Maurice Chaléras. Il est toujours hospitalisé à Manosque, mais depuis 2 jours, le médecin a demandé à lui retirer la pompe qui l'empêchait de souffrir, dans l'optique, s'il souffrait moins, de pouvoir le renvoyer chez lui en attendant d'avoir un rendez-vous à Clerval. Il doit passer une radio des nerfs qui s'appelle une sacchoradiculographie, qui consiste à lui injecter un produit iodé pour révéler les nerfs sur les radios et en faisant bouger ses membres déterminer quel est le nerf écrasé qui le fait souffrir. Seulement à l'hôpital de Manosque, l'attente pour cet examen est de 3 mois. Tandis qu'à l'hôpital de Clerval, il faut attendre courant octobre pour que les travaux entrepris se terminent afin d'accéder à ce service. Souhaitons que ce soit le plus tôt possible et qu'une issue soit trouvée. Souhaitons aussi qu'en attendant, la douleur se calme pour qu'il puisse retourner chez lui auprès de sa femme Bernadette. Nous vous informerons la semaine prochaine sur l'évolution de sa santé et nous lui apportons tout notre soutien. Voilà, la première édition d'Hebdo prend fin en espérant que cela vous a plu. En attendant le numéro 2, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et aussi sur Facebook pour être informé de la prochaine diffusion. Bonne semaine à vous et à bientôt.